Et c'est l'heure du débat dans le 11-13 sur LCI. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et Roselyne Bachelot est toujours avec nous. Bonjour à nous. Heureusement, je suis bien heureuse que vous m'accompagniez tout au long de cette matinée. Pascal Perry nous a rejoint. Bonjour Pascal. Bonjour Magali. Ainsi que nos invités. Daniel Simonet, bonjour. Bonjour. Candidate la France Insoumise à la mairie de Paris dans le 20e arrondissement. Et Bruno Fuchs, bonjour. Bonjour. Député du MoDem du Haut-Rhin. Alors à la une de l'actualité, on l'a vu dans le journal, cette actualité économique et sociale assez inquiétante avec cette crise économique qui visiblement est devant nous. Elle sera d'une ampleur colossale, a prévenu le Premier ministre. Et visiblement, les efforts vont devoir être faits, notamment par les salariés. Pour se serrer les coudes, on peut aussi négocier des accords de performance collective. C'est une mesure qu'on a créée dans les ordonnances en 2017, les ordonnances travail, qui permet, dans beaucoup d'entreprises, en ce moment, il y en a plus de 300 qui l'ont signé, de se dire, plutôt qu'il y en ait 20% qui perdent leur emploi, on va pendant quelques temps baisser le temps de travail et donc la rémunération. Donc il y a des solutions, il y a des alternatives. Peut-être qu'on est obligé, dans une entreprise, de baisser les salaires provisoirement, parce qu'en fait, on baisse le temps de travail, on ne baisse pas le salaire horaire, mais on baisse le temps de travail. Mais la contrepartie, c'est que quand l'entreprise ira mieux, eh bien, on gagnera plus. Et ça, il faut le négocier dès maintenant. Voilà, explication de la ministre du Travail, parce que ça peut nous choquer. On va baisser vos salaires éventuellement, mais ça se fait que dans le cadre d'un accord. Ah oui, absolument. Alors d'abord, mais Pascal va expliquer ça beaucoup mieux que moi. Il y a la baisse du temps de travail, qui n'est pas une baisse de salaire. On travaille moins, donc on comprend que on gagne moins, même si au niveau d'une famille qui a des dépenses fixes à assurer, on comprend que les nécessités économiques viennent tamponner des difficultés personnelles et familiales considérables, et qu'il s'agit de ne pas négliger. Et puis il y a ce qui pourrait s'imaginer, c'est-à-dire qu'effectivement, on gagne moins en renonçant à, par exemple, il a été question chez Richebourg, mais de l'abandon du 13e mois ou d'un certain nombre de RTT, par exemple. Alors là, ce qui équivaudrait à une baisse réelle de salaire. Et là aussi, il faut absolument un accord d'entreprise pour négocier ces choses-là. J'espère que j'ai pas dit... Non, c'est juste. Pascal. C'est voilà pour le cadre. Mais sauf que, est-ce que c'est logique, là ? L'enjeu, si vous voulez, il faut être pragmatique. C'est pas une bonne solution de baisser le salaire des gens qui travaillent parce que ça présente un caractère récessif. C'est-à-dire qu'on a besoin du marché intérieur, on a besoin du pouvoir d'achat des gens, si vous voulez, pour alimenter le marché intérieur, qui est un pilier essentiel de la croissance en France. Maintenant, il faut être pragmatique. L'enjeu, c'est quand même de garder les contrats de travail. Le contrat de travail, c'est ce qui garantit un droit au travail. C'est ce qui est détruit quand il y a un licenciement ou un plan de licenciement. Donc il faut absolument le faire comme les Allemands l'ont fait après 2008, c'est-à-dire éventuellement, vous voyez, passer un accord à 3. Alors ça suppose quand même un peu d'agilité sociale et aussi du pragmatisme social. L'État prend une partie du salaire en compte, l'entreprise en paye l'immense majorité et le salarié peut éventuellement, dans certains cas, quand il y a un accord collectif, en effet, renoncer au moins pour un temps à une petite baisse de salaire. Ça ne peut pas être supérieur à 10% et ça doit être impossible pour les gens qui sont au SMIC. Parce que vous ne pouvez pas enlever 10% d'un SMIC, c'est quand pas vous dites possible. Ça ne peut pas. C'est pas possible en France, on est d'accord. C'est mon point de vue que je vous donne là. Je pense qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui est au SMIC ou au minima social, on ne peut pas lui demander de gagner moins. Alors il y a beaucoup de gens qui sont au SMIC dans les entreprises et donc cela, on ne peut pas y toucher. Ça doit être sanctuarisé. Alors, je me mets à la place des salariés. Ouais. À la place des salariés et des syndicats. Il y a déjà eu des accords de cette nature signés dans des entreprises françaises. Ça s'est mal terminé. C'est-à-dire qu'on a demandé aux gens de baisser leur salaire, on leur a fait des promesses, les promesses n'ont pas été tenues. Donc ça doit être sanctuarisé, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir trouver une voie de sortie qui est absolument garantie pour toutes les parties signataires. À défaut, ce type d'accord n'a aucun intérêt. Alors justement, on va pouvoir en débattre politiquement, on va voir ce que vous en pensez, mais on y est là, parce qu'on voit ce qui se passe chez Ryanair. On peut même Ryanair sont des voyous. Non, attendez. Ah ben voilà, parce attendez. Non, mais c'est presque un chantage là, ce qui se passe. Ryanair, ce sont des gens qui méprisent les lois des États. C'est une entreprise qui est localisée sur l'île de Man, si vous préférez, entre l'Angleterre et l'Irlande, qui a imposé le statut d'auto-entrepreneur à ses pilotes.
qui impose des conditions sociales, qui a contesté la légalité des accords signés dans l'entreprise devant les tribunaux français, ce sont des voyous, c'est autre chose. Donc là, c'est autre chose, parce qu'il y avait une menace de soit vous acceptez la baisse de 20% de salaire, soit c'est un plan social qui vous attend. De Richebourg aussi sont en pleine négociation. On va voir comment ça se passe du côté de FO avec les discussions qui vont commencer. Être sous pression non, c'est pas nécessairement. On va rentrer en négociation, on va essayer de voir les possibilités qu'on a de peut-être je sais pas, tout à l'heure vous avez parlé du temps de travail, c'est peut-être une piste, mais nous, vous savez, nous sommes sous-traitants chez Airbus et nous allons respecter les demandes de notre client, quoi. Donc, on a beaucoup d'éléments. On n'est pas une entreprise qui travaillons seuls, on est prestataire de services, on vend nos services à Airbus. Donc, il faut que déjà Airbus se positionne sur exactement la perte de charge qu'il y a et tout ça. Et nous, à côté, on va travailler pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de faire perdre le moins d'argent possible à nos salariés, parce qu'il est hors de question de faire des salariés pauvres. Je le répète, ils auront toujours leur 13e mois. Donc, voilà, il faut qu'on rentre en négociation et qu'on travaille dessus. Alors c'est ça, il faut que les salariés, eux aussi, contribuent à l'effort collectif, et c'est la pression qui leur est mise là en ce moment. Alors moi, le discours de la ministre me choque profondément, parce que on voit qu'elle adhère une fois de plus complètement au discours du MEDEF. Je voudrais rappeler d'autres chiffres. Aujourd'hui, les salariés dans ce pays travaillent environ 45 jours pour rétribuer les actionnaires. Ce qui coûte très cher, c'est la distribution de dividendes aux actionnaires. Donc, si on souhaite faire porter un effort et faire en sorte de redistribuer les richesses sans affaiblir la consommation, parce qu'on va parler par exemple des petits restaurateurs, il faut qu'ils aient à nouveau des clients. Et les salariés, s'ils ne peuvent pas avoir assez d'argent pour pouvoir sortir, vous voyez bien tout l'engrenage. Donc si vous voulez faire une politique de relance, il faut absolument ne pas gréver les salaires. Donc j'aimerais aussi pointer d'autres scandales. Quand vous avez l'État qui est actionnaire à Air France et vote en tant qu'actionnaire à Air France une prime de 800 000 € au directeur d'Air France, alors que Air France a bénéficié à la fois d'un prêt pour essayer de préserver l'emploi, et qu'en même temps Air France anticipe et prévoit néanmoins de licencier. Voyez bien le scandale. Donc d'abord, il faut essayer de tout faire pour déjà interdire les licenciements à toutes les entreprises qui dégagent de la redistribution en dividendes pour leurs actionnaires. Ouais, ensuite, il faut protéger les emplois. Et s'il y a une baisse du temps de travail, elle doit se faire sans réduction des salaires, et qu'il y ait un accompagnement en fonction de la réalité. Parce que la situation des petites entreprises n'est bien évidemment pas la même que d'un certain nombre de grands groupes. Mais franchement, il faut absolument que dans ce pays, on se pose enfin la question de l'actionnariat qui coûte cher et qu'on ne touche pas aux salariés, à la baisse des salaires. Il faudrait au contraire, par exemple, engager enfin une revalorisation salariale pour que les femmes, par exemple, soient enfin payées autant que les hommes. Ce serait le moment aussi de remettre à plat certaines choses pour vous. Et dernière chose, réalisons que les plans de licenciement qui sont en train de tomber, plus toutes les personnes qui sont en situation de contrat d'intérim, qui du jour au lendemain se retrouvent sans emploi, eh bien, elles se retrouvent, à cause des dernières réformes sur la question de l'indemnisation chômage, sans aucune indemnisation. Donc, il faut au contraire se dire qu'il faut revenir à plus de produits. Il n'y a pas eu de réforme. C'est gelé, là. Eh bien, les modifications qu'il y a eu il y a un an s'appliquent. Et de fait, vous avez, le 1er novembre 2019, eh bien, fait que beaucoup de personnes sont exclues de l'assurance chômage et ne l'auraient pas été si les modifications du 1er novembre 2019 contrat de travail, vous avez le droit à l'assurance chômage en France. Eh bien, vous êtes générale. en fin de contrat d'intérim, en contrat court. Vous n'avez donc pas assez travaillé d'heures. Vous vous retrouvez sans rien. C'est ça. Je pense d'abord qu'il faut sortir de cette logique du discours purement politicien, un peu tout fait. Pas du tout. Excusez-moi. C'était pas la question. Non, c'était pas la question. Ces enjeux-là doivent être discutés, mais c'était pas la question. Vous amenez tous les sujets sur la table en même temps, et c'est pas comme ça qu'on va résoudre. D'abord, je pense que les salariés. Les salaires ou les actionnaires, ça c'est une question. Non, mais je pense qu'il est temps, et la crise, j'espère, va pouvoir permettre de le faire, de sortir de cette logique purement dialectique, les uns contre les autres. Moi, je vis dans une région à Mulhouse qui est proche de l'Allemagne. On ne voit pas les choses comme ça. Vous avez une entreprise en difficulté. Et là, une grande partie le sont. Une grande partie de l'entreprise est en difficulté en France. Vous avez des charges fixes et vous avez moins de revenus.
À un moment, c'est comment, collectivement, on arrive à trouver les solutions. Les patrons ont fait des efforts, les employés ont fait des efforts. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et ce que dit Pascal Perry est vrai. Il faut que ça se fait dans une durée limitée. C'est-à-dire qu'on a une difficulté, c'est comme dans une famille, il y a une difficulté. Quels sont les efforts qu'on fait pour qu'ensemble, on retrouve le niveau d'activité qui était celui d'avant. Et une fois qu'on a retrouvé le niveau d'activité... Donc les efforts peuvent passer par une baisse de salaire, le renoncer au 13e mois, ça doit être négocié. par exemple. Le dialogue social en France, sauf cas exceptionnel, ne l'est pas. Et je pense qu'on peut encore progresser en France dans le dialogue social. C'est des discussions qui doivent être concertées et passer d'accords complètement concertés. Il faut et rien si tout le monde l'accepte... M. Fuchs. Par exemple, une formule. Si, le chantage au licenciement... C'est pas du chantage. C'est pas du chantage. Ah bah si, c'est du chantage au licenciement. Non. Attendez. Soit vous acceptez de baisser votre salaire, soit on vous supprime... Soit l'entreprise ferme. Vous avez été chez l'entreprise, soit l'entreprise peut fermer. C'est ça la difficulté. Pascal. Non, il ne faut rien s'interdire. Par exemple, on peut imaginer un système dans lequel, en effet, il y aurait une négociation entre les organisations syndicales, l'État, les entreprises. Imaginons qu'on se situe dans le cas d'une baisse de salaire. Cette baisse de salaire, elle ne peut pas être définitive, premier point. Sûr. Deuxième point, on peut fort bien séquestrer les sommes, la moins-value qui aura été versée aux salariés pendant un temps. Imaginons une période de 6 mois, le temps de retrouver en effet le marché et l'activité, les placer sur un compte, qui est un compte virtuel, et s'imaginer ou passer un accord, et en cas de retour à bonne fortune, ce qui arrive quand même assez souvent heureusement dans les affaires, libérer cette somme pour les rendre aux salariés. Au fond, mais comment tu fais, Pascal, pendant ce temps-là, pour payer ton loyer, faire tes courses? J'ai dit 10% au maximum, Roselyne, et j'ai dit on ne touche pas au SMIC. Payer votre loyer, faire vos courses. Non, j'ai dit, Roselyne, on ne touche pas au SMIC, c'est l'évidence. Et s'il y a une petite baisse de salaire, elle ne peut être que symbolique. On ne peut pas demander à des gens qui gagnent 1 500 € par mois de renoncer à 10, 15 ou 20% de leur salaire. Enfin, ça ne tient pas debout. Ça présente un caractère récessif qui serait contraire aux intérêts de l'économie aujourd'hui. On a besoin, en effet, de gens qui consomment. Mais il y a un bon exemple. PSA était en énorme difficulté il y a 7 ou 8 ans. Il y a eu des efforts consentis très forts par les salariés dans des plans signés par les syndicats. Et aujourd'hui, depuis 2 ou 3 ans, PSA, notamment les salariés, touchent des primes d'intéressement d'un mois, au moins un mois de salaire. Donc, combien de licenciements une entreprise, c'est dynamique. Une entreprise, oui, et après, il y a eu des réembauches, il y a eu des licenciements, et après, de nouvelles embauches. Par contre, il n'y a eu aucun gel de la redistribution des dividendes aux actionnaires. Donc, c'est toujours le même schéma, monsieur. Non, ce n'est pas sur le même schéma. Les entreprises, c'est dynamique. Quand ça marche, ça crée de la valeur. Et quand ça ne marche pas, il faut que tous ensemble, on arrive à trouver les solutions pour la remettre sur les rails. Peugeot, PSA est un bon exemple. Ils étaient au bord de la faillite. L'actionnaire s'est saigné, l'État a investi, les salariés également. Et résultat, aujourd'hui, c'est une réussite très, très forte aujourd'hui au PSA. C'est l'inverse de Renault. Alors, on va prendre la solution peut passer par la suppression des dividendes ou même leur diminution. Sauf véritablement, on imagine, Pascal, que la solution serait dans des relocalisations, dans des dynamisations de filières. Si les actionnaires touchent plus de dividendes, ils vont se tirer, non? Moi, j'ai pas votre approche sur les dividendes, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait... j'en ai encore pas parlé, donc je ne sais pas ce que vous avez remarqué. Si, vous n'en parlez pas pour l'instant, mais allez-y, excusez-moi. Vous savez, s'il n'y a pas de récompense de l'investisseur, il n'y a plus d'investissement. C'est une loi des reins de l'économie. Vous-même, est-ce que vous iriez placer vos économies à un endroit où ça perd? Moi, je pense qu'il faut... Attendez, juste, Charmine, les investisseurs, ils vont mettre leur argent là où il y a une espérance de profit. La production, c'est l'association du capital et du travail. Je veux bien discuter avec vous de la répartition des profits entre le capital et le travail. Si on rentre dans un examen très approfondi, vous allez voir que la part des revenus, des salaires bruts chargés est très supérieure à celle des dividendes en réalité. C'est très spectaculaire, les dividendes. Mais si vous privez ceux qui prennent des risques, le risque de l'investissement, si vous les privez d'une espérance de revenus, il n'y aura plus d'investissement. Et donc, il faut arbitrer tout ça. C'est les curseurs qu'il faut régler. Alors, je vais vous répondre à cela. Oui. D'abord, moi, non. Je suis pour une rupture avec le modèle capitaliste. J'ai compris. Déjà, pour des questions écologiques évidentes, la relance ne doit pas revenir au monde d'avant où on investit dans n'importe quoi. Il faut absolument penser aux priorités écologiques, à ce qui répond à l'intérêt général climatique. Bon. Ensuite... les systèmes anticapitalistes ont produit particulièrement performants sur l'écologie. Ensuite, sur la question de la redistribution des dividendes, prenons l'exemple de Renault. Parlons de choses concrètes. Vous avez en ce moment Renault qui, au nom de « on doit faire 2 milliards d'économies », s'apprête
à faire un bon nombre de licenciements, notamment 5000 postes. Jean-Dominique Sénard, pour l'instant. Quelle est la somme des dividendes versés aux actionnaires par Renault l'an dernier? 2 milliards. Vous comprenez bien le scandale. L'État français, le gouvernement de Macron n'a mis en place aucune conditionnalité qu'il s'agisse des aides sur le chômage partiel, qu'il s'agisse des prêts aux grandes entreprises, au fait qu'ils arrêtent de licencier. Aucune contrepartie, aucune exigence. D'ailleurs, aucune exigence non plus écologique. Mais c'est pas, ça ne marche pas comme ça. Je crois beaucoup plus justement à l'investissement public, à un État qui reprend l'enjeu de la planification écologique, de la planification écologique et donc de l'anticipation des bons investissements. Parce que les actionnaires ne croient pas. Ça ne marche pas comme ça, dit Il y a une accumulation des richesses. Ça nous intéresse d'avoir le débat. Qui ne servent pas au rien. Ça ne marche pas comme ça. Je suis d'accord sur un point, c'est que l'enrichissement des actionnaires doit être proportionnel à l'effort global consenti et par les actionnaires et par les salariés. Et il y a des cas de figure, c'est vrai, où les actionnaires redistribuent beaucoup trop par rapport à leur outil de travail et par rapport à la distribution par rapport aux salariés. Mais en général, mécaniquement, je vais prendre 2 exemples. Renault, qui va bénéficier d'un plan massif public, d'aide publique très fort. Vous pensez que si l'entreprise, dans 2 ans, ne dégage pas de profit, chaque année, on va mettre 2 milliards, 5 milliards dans Renault. Moi, je suis citoyen, je ne vais pas, chaque année, recapitaliser Renault parce que le modèle ou le système de Renault ne fonctionne pas. Il y a une transition. Et donc, il y a une transition. La voiture individuelle était passée. Et cette transition, il va falloir l'assurer, mais c'est une transition. Il faut donc voir qu'il y a un modèle profitable, à terme, qui se dessine. Et pas uniquement, je mets de l'argent dans Renault, comme ça, je garde tous les emplois et je garde toutes les... L'État doit avoir une stratégie. Il doit y avoir une stratégie, voilà. Et il y a une stratégie. Donc, soit la stratégie, elle va vers la vertu et pour les salariés, mais aussi pour le modèle économique, soit... La stratégie de l'État, on ne la voit pas bien quand même. Il a eu du mal à acheter des masques. Il a eu du mal à acheter des masques et vous lui demandez de penser la stratégie de l'automobile du 21e siècle. Vous êtes tous très optimistes. Vous avez un patron. Je suis vous avez un patron. Je rappelle que ça a été public, Monsieur Fuchs, Renault. La régie Renault. Qui a sauvé la régie Renault dans les années 80, à l'époque où elle était dirigée par Georges Besse? C'était de la gestion publique. C'est les contribuables. 18 milliards de francs à l'époque. Est-ce qu'on recommence ça? Non. Moi, je pense qu'il faut laisser le marché autant que possible, l'État autant que nécessaire. Oui, c'est une vieille formule, qui est la formule des sociodémocrates et qui me paraît extrêmement efficace. Mais aujourd'hui, il faut peut-être dire les choses très clairement. L'industrie automobile, elle change de nature. Elle est en train de se servicialiser, c'est-à-dire qu'on fabrique un produit, mais on vend des services autour. On aura peut-être besoin de moins d'ouvriers et de plus de col blanc. C'est tant mieux parce qu'il est sans doute plus gratifiant dans la vie de bien gagner sa vie, qualité de col blanc, que d'avoir à subir le travail à la chaîne qui n'a jamais émancipé les foules, n'est-ce pas? Donc on recapitalise Renault, mais pendant un certain temps. Ça a été fait pour PSA, où je pense que l'État et d'autres actionnaires ont sauvé PSA aujourd'hui. Ça se porte très bien. On ne recapitalise pas Renault. Voilà. Non, mais on aide. On fait un prêt garanti. Oui, mais c'est une forme de recapitalisation. On aide Renault. Et on peut très bien imaginer qu'à terme, ces aides soient portées au capital, etc. Donc ça, c'est une aide qui est sur Renault. Sur la question du capital, moi j'ai 2 entreprises dans le Haut-Rhin, dans une de ma circonscription, qui sont des leaders mondiaux. Le jour où ils étaient en difficulté, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas trouvé de capital en France. Et donc on a vendu ces boîtes aux Émiratis, aux Américains, etc. Donc s'il n'y a pas de capital en France, il n'y a plus d'industrie française. Et votre industrie, elle part dans d'autres pays. Donc il faut du capital. Vous ne voulez pas penser l'État stratège. Mais l'État stratège, de sa capacité d'avoir une stratégie pour l'intérêt général. C'est-à-dire penser d'abord quels sont les besoins sociaux à satisfaire, quelles sont les urgences écologiques auxquelles il faut répondre. Et donc comment est-ce qu'on accompagne la transition écologique pour pouvoir les investissements dans des entreprises publiques puissent y répondre. Juste un petit point là-dessus. Vous répondez bien après. Je suis d'accord là-dessus, mais comment vous financez ces programmes sociaux et l'accompagnement de la transition écologique? Soit vous faites de justement, en émancipant les entreprises, laissez-moi terminer. Soit vous avez un tissu tissu entrepreneurial et une économie qui est florissante, qui génère des résultats, qui paye de l'impôt et qui augmente les capacités de l'État à financer ses services, soit vous avez une économie qui est en récession et vous ne pouvez pas financer. On va devant une crise sociale majeure, certainement à partir de septembre, dans les mois qui viennent. L'État n'est pas en capacité aujourd'hui de financer complètement une aide sociale de
très grande ampleur. Il faut donc d'abord faire redémarrer l'économie dans des règles à faire évoluer. Nous, au MoDem, on a proposé un pacte social bien plus ambitieux que ce qui est fait aujourd'hui. Il faut le faire, mais la priorité d'abord, c'est de relancer l'économie et d'avoir des entreprises qui créent de la valeur, et pour les actionnaires, et pour les salariés surtout, et pour l'État également, qui a besoin de recettes pour financer ses politiques publiques. Mais l'État ne va pas commencer à gérer des entreprises. Je veux dire, il faut arrêter avec cette chimère. Non, il y a aussi le modèle coopératif qui peut justement aussi... Mais il existe en France, il faut le développer. Oui, mais il est insuffisamment soutenu et accompagné. Allez, on va passer à l'actualité du jour, parce qu'on est à jour J-1. Finalement, on attend ce 2 juin depuis très longtemps. Nous, Français, c'est la phase 2 du déconfinement qui entre en vigueur. On va parler des restaurants, notamment tout à l'heure, avec à Paris, où ça se passe. C'est un peu plus difficile que partout ailleurs en France. On va parler aussi des transports, parce que c'est Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État au transport, qui l'a annoncé hier. 100% de l'offre SNCF qui sera disponible à partir de demain. Qui dit 100% de l'offre dit eh bien, la règle du 1 siège sur 2 qui est terminé. Alors ça nous interroge, on se demande s'il n'y a pas quelques contradictions dans tout ça. Vous nous direz ce que vous en pensez. Est-ce que les usagers, eux, sont inquiets? Visiblement pas tellement. Il faut évidemment que les gestes barrières soient respectés. Il faut effectivement que la SNCF désinfecte considérablement et régulièrement toutes ses rames. Il faut que chacun se dote des produits nettoyants pour pouvoir désinfecter sa tablette. Les usagers des transports en commun et de la SNCF ne voyaient pas pourquoi on pouvait se déplacer en voiture sans difficulté, en transportant d'ailleurs qui on voulait, et pourquoi on pouvait se déplacer en avion, et pourquoi on n'aurait pas pu se déplacer en train. Il y avait là une injustice considérable. Donc effectivement, il faut pouvoir se déplacer partout en France. D'ailleurs, les 100 km seront levés aussi demain. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? C'est-à-dire que les règles sanitaires à l'école sont extrêmement strictes. Résultat, il n'y a que 22% des élèves qui peuvent être scolarisés aujourd'hui en France. La distanciation physique doit être absolument encore respectée. Dans les restaurants à Paris, par exemple, il ne pourra y avoir que les terrasses d'ouvertes. Et donc, vous pourrez éventuellement, à partir de demain, voyager à bord de TGV bondés, en tout cas à côté de quelqu'un pendant 3 heures ou 1h30 de voyage. C'est logique ou pas? On a un peu le sentiment qu'il y a un principe de précaution sanitaire à géométrie variable. Parce qu'on ne doit pas être plus de 15 dans une salle de classe, mais par contre, le wagon de train SNCF peut être bondé et on peut être accolé à quelqu'un pendant plus de 5 heures de trajet pour aller jusqu'à Toulouse. On s'interroge. Et puis, j'interpelle aussi sur un aspect. On a vraiment le sentiment qu'avec ce gouvernement, la dernière chose qui sera déconfinée, ce sera la démocratie. Parce qu'on est toujours sur cette règle, pas plus de 10 dans l'espace public, les rassemblements et manifestations interdites. Or, des sujets de contestation et de mobilisation, il y en a. Il y aura une grande mobilisation sur la question de l'hôpital public le 17 juin. D'ores et déjà, depuis le déconfinement, des rassemblements se font devant les hôpitaux parce que là, la colère est extrêmement forte, parce qu'on sait que l'hôpital public a été abandonné et donc là, les manifestations impossibles, énormément de baisse de moyens et que là, l'exigence de la revalorisation salariale, il va falloir que le gouvernement y réponde. Mais bon, géométrie variable sur le déconfinement. Et inquiétude parce qu'on a les élections le 28 juin. Moi, je suis candidate tête de liste dans le 20e. On nous dit il va falloir aller voter, alors que le Conseil scientifique nous dit les conditions de la campagne posent énormément de risques sanitaires. Bon, alors pas de risques sanitaires dans les trains, par contre. Il y a des risques. À partir du moment où les gens se croisent, il y a des risques. Est-ce qu'ils sont maîtrisés ou pas maîtrisés? Mais forcément, il y a des risques. Ce qu'on voit quand même depuis le déconfinement, c'est que le niveau de transmission du virus est toujours en dessous de 1. Donc l'épidémie baisse progressivement. Voilà. Donc tant qu'elle baisse, c'est rassurant, c'est-à-dire qu'elle est sous contrôle. Après, il y a des contradictions apparentes qu'il va falloir lever. C'est vrai, moi j'ai pris le train là, pour venir de Mulhouse. On était 10 dans la rame, mais s'il y avait quelqu'un à côté de moi pendant 4 heures... Ça vous aurait gêné? Inquiété? Moi non, parce que j'ai un masque, etc., et que j'ai une vie publique, et que j'ai des anticorps. Donc là, je suis plus serein avec ça. Oui, je me suis testé donc, récemment, là. Donc, et en transmission et en réception. Donc, je suis plus serein. Mais c'est vrai qu'il y a une contradiction apparente, il faut le dire, entre 4 heures avec quelqu'un côte à côte qu'on ne connaît pas. Avec un masque obligatoire ou pas? Masque obligatoire. Masque obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Mais très bien. Mais quand vous êtes pendant 4 heures dans un train, vous allez prendre un biscuit, vous allez boire quelque chose, vous enlevez le masque, c'est encore pire. Vous prenez, vous remettez, etc. Donc, il faut expliquer. Il y a une contradiction. Je pense qu'il faudra l'expliquer. Je pense que... Ou libérer les autres pratiques. Si on veut, mais c'est vrai que les procédures de déconfinement touchent toutes sortes de secteurs, que tout ça est très complexe. Ça peut amener, je disais tout à l'heure, un peu un fouillis
comment faire autrement. Moi, j'aime bien les docteurs Yaka-Faucon. Tout ça est extrêmement compliqué. Je crois que maintenant, la responsabilité est passée entre nos mains. Dans le train, le port du masque, mais pas que le port du masque, avoir son flacon de gel hydroalcoolique avec soi. Évidemment, vous le dites très bien, au moment des déplacements dans les rames, si on pouvait les éviter, moi je conseillerais de ne pas se déplacer, d'avoir sa petite bouteille d'eau avec soi pour éviter justement les déplacements. C'est-à-dire, on donne des tas de conseils sanitaires. Hein. Dieu merci, les Français ne sont pas dépourvus de conseils sanitaires. Ils sont même quelquefois dans certains secteurs. Mais ils ont été très responsables. Est-ce que de façon subliminale, le message, c'est pas... c'est fini. Le virus, on peut s'asseoir les uns à côté des autres. En tout cas, ici, sur ce plateau, Magali, vous reconnaîtrez que nous sommes nombreux à bien signaler que le virus circule toujours, y compris dans les zones vertes, et que le risque épidémique est là, il est bien là. Il ne s'agit pas de renoncer à tout cela. Je ne peux que constater, hélas, durant le dernier week-end, à quel point il y a eu des démobilisations dans l'espace public. Et à nouveau, il faut sonner l'alarme. Donc attention, le masque avait été rendu obligatoire avec un gouvernement qui aurait anticipé et planifié la production et la distribution de masques, je pense qu'on serait bien plus en sécurité. Or, une fois de plus, on a le sentiment que l'urgence économique prime sur la précaution sanitaire. C'est quand même ça les contradictions que l'on voit. Pardon, mais les élèves ne peuvent pas reprendre l'école, mais par contre, il faut absolument que les TG repartent. Le confinement a eu des conséquences sanitaires aussi dramatiques. Non, on ne peut pas dire que la priorité économique, elle est aux États-Unis, elle est en Angleterre. La priorité, elle est ailleurs. Aux États-Unis, regardez le nombre de chômeurs qu'il y a, il n'y a pas d'aide quasiment, etc. Je crois que la France, il faut le dire, a un système et de redistribution et de protection qui est inégalé. Oui, hérité des mobilisations sociales d'hier. L'effort qui a été fait par le gouvernement français sur cette crise n'a pas d'égal dans le reste du monde. On a une protection, on a un chômage partiel qui n'a pas d'égal. Mais c'est pas la solution. Qui n'est pas lié au gouvernement, qui est lié aux luttes sociales dans ce pays qui ont au paritarisme à mettre en place des acquis. Aussi, bien sûr, c'est lié à la culture. Non, je voulais dire un petit mot là-dessus. Je pense que Roselyne Bachelot, à la clé, elle l'a dit très, très, très justement, la solution, on la porte tous. Si on respecte tous les gestes barrières, il n'y aura pas de transmission de ce virus. Est-ce que c'est un geste on est dans ce pays, comme à se dire l'État ci, l'État ça, l'État doit nous faire... L'État ne peut pas tout faire. Il y a un moment, il faut qu'on se prenne en charge. L'État a géré en partie de ces crises, l'administration, chaque citoyen. Maintenant... Oui, c'est votre point de vue. Ça, on va dire allez dans les autres pays. Allez dans les autres pays. Allez aux États-Unis, on en parle beaucoup aux États-Unis. Allez en Angleterre. Regardez ce que Boris Johnson a fait au début. Je ne vais pas prendre le modèle libéral américain, ça c'est clair. Vous êtes dans une situation de crise totale. On ne peut pas être à 100%. On fait des erreurs. Il y a eu des erreurs de fait. Mais globalement, cette crise a été bien gérée. Il y a aussi un enjeu qui est de sauver la SNCF. Parce que la SNCF est en mauvais état. Il faut rappeler que l'État l'a désendetté à hauteur de 35 milliards d'euros au cours des 36 derniers mois. C'est en cours d'ailleurs. La SNCF, elle a besoin de ses clients. Il y a les trains du quotidien, et on a besoin de l'activité en Ile-de-France. Il faut rappeler que l'essentiel des trains et des voyageurs circulent en Ile-de-France chaque jour. En fait, la SNCF, c'est un modèle de déplacement urbain ou interurbain. Et donc, il y a beaucoup d'activités autour des grandes villes, des métropoles. Il y en a essentiellement en Ile-de-France. Et puis, il y a l'activité qui est l'activité de transport en TGV, associée aussi aux activités de loisirs, aux activités de tourisme, d'affaires. C'est une entreprise dont l'exploitation est structurellement déficitaire. Et donc, tout arrêt d'activité présente un danger pour son avenir. Donc, il était utile, à mon sens, avec les gestes qui s'imposent, les gestes sanitaires qui s'imposent, il était essentiel de la relancer, d'autant que on nous présente la SNCF comme, et c'est, je pense, plutôt un bon choix, l'avenir du transport collectif. C'est vrai que sur des distances de moins de 600 km, le train est particulièrement pertinent, franchement. Et y compris pour des raisons écologiques. Pour des raisons, alors écologiques sans doute, oui, bien sûr, et économiques, on va dire les deux. Faut soutenir le rail. Venir de Mulhouse en avion n'a pas beaucoup de sens à Paris, ça va aussi vite en train finalement. Allez, demain, donc il y a les 100 km, la limite des 100 km qui sont levées, puis il y a les restaurants et les cafés qui vont pouvoir rouvrir partout en France. Il y a juste une restriction, ce sont dans les zones oranges, donc la Guadeloupe, Mayotte et l'Île-de-France. Eh bien, il n'y a que les restaurants en terrasse qui pourront rouvrir. Écoutez l'adjointe au commerce à la mairie de Paris. Ils doivent, c'est très simple, vraiment on a voulu que ce soit souple et simple, s'engager
sur une charte dont le premier engagement est évidemment le respect du protocole qui a été évoqué par Roselyne Bachelot et des consignes sanitaires globalement. Deuxièmement, le respect des riverains, des piétons, de la propreté, etc. Enfin, voilà, il y a 10 engagements. Il signe, il le renvoie. Il nous renvoie avec le plan de leur demande, c'est-à-dire s'ils ont besoin de places de stationnement, ils l'indiquent. Ils doivent évidemment assurer la sécurité de leurs clients. Et puis, ils renvoient aussi l'autorisation s'ils doivent s'étendre sur les côtés, sur des commerces ou des bureaux voisins. Et ils reçoivent en accusé de réception la charte à afficher sur leur vitrine. Voilà. C'est très simple. Voilà, élargir les trottoirs à Paris, Pascal, ça peut sauver les restaurants. Mais là aussi, il faut rien s'interdire. On est dans une période de crise. Ce sont des artisans, ce sont des gens qui créent de l'emploi. En France, c'est les petites entreprises qui créent de l'emploi. Les grandes, elles ont plutôt tendance à en détruire. Les petites enclaves, on a besoin de ça, d'abord parce que ça correspond à un mode de vie, ça correspond à une offre qui est l'offre parisienne. Il y a les bistrots, les restaurants dans le patrimoine parisien, au fond. Et donc, je crois qu'on a tous très envie quand même de réinvestir... n'est-ce pas, Roselyne ? On a tous très envie de ressortir pour ceux qui le peuvent. Ça fait partie de l'identité parisienne, mais c'est aussi l'économie. On a parlé de l'inscrire au patrimoine mondial de l'humanité. Ben oui, donc, il y a quelques rues auxquelles je pense, je vous en ferai la suggestion après l'émission, que vous pourriez piétonniser à Paris, qui sont des petites rues, en réalité, où on pourrait, pendant un temps au moins, installer des terrasses de café, etc. Très bien, mais un maire, ça sert à ça. Le maire, ça sert à ça. Le maire, c'est l'ajustement local. Il y a une politique d'ensemble. Le maire, c'est celui qui doit décider. C'est comme le dit Roselyne régulièrement, c'est le dernier kilomètre. C'est ça. C'est au fond celui qui ajuste les politiques. Et c'est bien quand c'est fait comme ça. Ouais. Daniel Simonet. Alors oui, en même temps, il faut vraiment le faire avec beaucoup de concertation locale. Parce que n'oublions pas, du jour au lendemain, la problématique des personnes à mobilité réduite, que ce soit la problématique des fauteuils roulants, des poussettes, des personnes avec canne, que vraiment la circulation des piétons soit toujours bien respectée. Ensuite, il faut aussi bien anticiper dans l'aménagement de l'espace public les nuisances sonores. Et tenir compte de cela, parce qu'il ne s'agit pas non plus de transformer des quartiers entiers en centres commerciaux à ciel ouvert, 24 heures sur 24. Et surtout, l'enjeu de la piétonisation... Vous êtes pour le 22h ? Vous savez qu'il y a une espèce de couvre-feu dès la restauration à 22h. Vous êtes pour ou contre ? Moi, je trouve que c'est un peu tôt quand même. C'est un peu tôt, on est d'accord. Exagéré, c'est un peu tôt. Après, n'oublions pas aussi une chose. Le fait de piétoniser des rues ne doit pas se limiter aux quartiers du centre de Paris où il y a beaucoup de cafés-restaurants. Moi, je connais plein de micro-quartiers dans les arrondissements populaires 18, 19, 20e, qui ne sont pas des quartiers touristiques et où les familles, elles n'en peuvent plus de ne pas pouvoir bénéficier d'une rue qui amène à la petite place, où enfin ça puisse être piétonisé, où les enfants puissent enfin se dégourdir sans être dans l'angoisse. Et il y a une aspiration à se réapproprier l'espace public et à végétaliser l'espace public qui n'est pas pris en compte par la ville de Paris et par les équipes municipales, qui le limitent bien souvent au centre de Paris. Alors que dans chaque quartier populaire, faisons enfin comme à Barcelone, dans chaque quartier populaire, c'est les habitants qui ont dû définir dans notre quartier quelle est la rue qu'on piétonise, quel est l'espace public qu'on se réapproprie et qu'on peut enfin revégétaliser. Alors, pardon de la question encore, mais on peut être côte à côte dans un TGV, on n'aurait pas pu être côte à côte dans des restaurants ? Dans un restaurant, il faut manger, donc il faut pas avoir de masque, etc. Donc il y a une convivialité, on se déplace, etc. C'est mieux. On va fournir une paille et de mettre le coq au vin en liquide. D'abord, c'est la grande différence. Mais quelle tristesse, c'est horrible. Je suis ravi parce que pour une fois, sur la question de l'espace dans une ville, le gouvernement n'y est pour rien. Parce que depuis le début, le gouvernement y est pour tout. Donc je suis ravi de voir que sur cette question-là, c'est pas la faute du gouvernement. Je peux trouver. Mais, sans effort, je suis sûr que vous allez y arriver. Parce que j'ai la baisse des dotations de l'État et donc, les collectivités, votre avis, parce que les possibilités des collectivités. Je pense qu'on voit dans cette crise que, un après l'autre, tous les corps de la société ont souffert et continuent de souffrir. C'était les soignants au début qui étaient en première ligne. On a indemnisé la plupart des acteurs de la vie économique. Et là, maintenant, on s'aperçoit que, secteur par secteur, certains redémarrent vite et d'autres ont beaucoup plus de mal. Donc, on a eu un plan d'accompagnement pendant 2 mois. Et là, maintenant, on a un plan secteur par secteur. On parlait du chômage partiel, mais il n'est pas levé, en tout cas. C'est le même chômage partiel, les 100%, pour les secteurs d'activité qui ont été fermés jusqu'à maintenant, donc qui ont souffert le plus.
Moi, je pense avoir une pensée pour l'ensemble des acteurs de cette crise. Et pour moi, s'il y a un après-crise, c'est qu'il faut qu'on fasse un vrai effort de travail collectif et d'arrêter de se taper les uns sur les autres pour essayer collectivement de trouver des solutions. Et si on peut faire au moins cet effort pour que dans le dialogue social, dans la compréhension de l'un de l'autre, on soit... Voilà. J'étais dans le train tout à l'heure et je voyais une dame qui était là avec sa valise. Elle voulait me laisser passer. J'ai dit non, mais l'après-Covid, c'est qu'on a plus de temps. Ouais, voilà. On n'est pas là à... Prenez votre temps, prenez votre valise. Il faut que chacun, on ait un comportement différent. On a tous souffert. On ne les oublie pas, en fait. Et je pense que la tentation, c'est très vite de revenir au réflexe d'avant. Mais surtout pas. Je pense qu'il faut que chacun se pose la question de savoir ce qu'on va produire comme effet additionnel lié au Covid. Restez avec nous, le débat continue. On partira dans un instant aux États-Unis avec les émeutes qui continuent. 6e nuit de manifestations et de violences là-bas après la mort de George Floyd. C'était il y a tout juste une semaine. Ce sera dans quelques minutes, mais c'est la météo tout de suite. Ça dure depuis une semaine. Il y a tout juste 8 jours, George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, mourait lors d'une interpellation étouffé sous le genou d'un policier. Depuis, les manifestations, la colère gagne du terrain partout dans le pays, encore cette nuit, avec des tensions dans plusieurs villes. Vous voyez ici des images de Washington, des affrontements, des incendies, des feux mis dans des poubelles, par exemple, devant la Maison-Blanche. Autre image de la nuit, image marquante, un poids lourd qui fonce dans la foule à Minneapolis. Évidemment, ce sont des images extrêmement choquantes. Ça se passe dans la première puissance mondiale. Ça se passe en pleine pandémie du coronavirus. Danielle Simonet, qu'est-ce qu'elle vous inspire, ces images ? Mais qu'il y a un ras-le-bol des violences policières aux États-Unis, un ras-le-bol d'un racisme très ancré dans la société américaine. Et on a bien vu, les inégalités sociales sont extrêmement fortes. C'est justement les populations les plus précaires qui se retrouvent majoritairement afro-américaines, qui ont le plus subi le Covid-19 et qui subissent aussi le plus la crise sociale. Mais ces images et surtout ces faits doivent nous faire réfléchir sur ce qui se passe en France. Vous avez vu sur cette violence policière dont a été victime George Floyd, il a été maintenu au sol pendant 8 minutes par un genou sur le cou. Jeudi soir, il y avait une vidéo qui circulait sur une interpellation dans le 20e arrondissement, dans le quartier Fougères, où vous aviez un monsieur menotté allongé au sol et vous aviez à nouveau un policier genou sur le cou de la personne. Exactement la même image. Heureusement, ça n'a pas duré dans la même durée. Donc, la personne n'en est pas décédée. Mais les problèmes des violences policières en France, il faut enfin qu'on en parle. Et le problème aussi du racisme qui existe dans la police est un sujet qui doit cesser d'être occulté en France. Et je le redis, à la fois, il faut interdire un certain nombre de gestes au niveau de la police en France. Mais vous parlez ne généralise pas tout. Et il faut interdire déjà rien que l'expression violence policière. Alors violence de policiers, si vous voulez pas généraliser. Eh bien, en fait, pour qu'on ne généralise pas, il faut qu'il y ait à nouveau une formation et un retour vraiment à l'exigence de déontologie dans la police. Vous savez, le défenseur des droits, Monsieur Jacques Toubon, qui n'est pas un dangereux extrémiste, eh bien, avait demandé il y a un an à ce qu'il y ait une enquête sur les commissariats parisiens, parce qu'il dénonçait justement des consignes discriminatoires. Des consignes discriminatoires, c'est-à-dire pas simplement des problèmes de quelques policiers qui pourraient être racistes et avoir des pratiques discriminatoires, mais qui dénonçaient qu'il y ait des consignes, notamment à l'encontre des Roms, ou des contrôles policiers aux faciès, qui sont quelque part structurellement organisés. Bon. Donc, mais il faut absolument lutter. C'est de revenir au sujet du débat qui est quand même les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? la situation en France. Et c'est ça qui est intéressant à voir, parce que les États-Unis, première puissance mondiale, en quelque sorte qui tient le manche du parapluie de la sécurité du monde occidental, même si elle est tentée de le lâcher. C'est un élément pour nous extrêmement important de se poser les conditions. Pourquoi cette violence ? Quelle responsabilité de Donald Trump dans cette explosion des violences ? Qui ne s'est toujours pas exprimé solennellement. Il commente sur Twitter, mais pas de prise de parole. Vous avez raison, Magali, parce que moi, je suis quand même très, très inquiète de tous ces
choix politiques, le retrait de l'OMS, cet abandon d'une vision panatlantique, je ne parle pas d'atlantisme, mais panatlantique, et ce fait de se tourner plutôt vers la façade pacifique et vers les pays de l'Asie, en abandonnant en quelque sorte l'Europe. Parce que pour moi, tout ça, c'est un paysage, ce sont des morceaux d'un paysage qu'il faut mettre ensemble, qu'il faut emboîter ensemble. Et on peut regarder ces images en se disant « Ah, c'est le racisme aux États-Unis, en fait, finalement, ça ne nous concerne pas. » Porter un jugement de compassion ou d'indignation, mais ça nous concerne, ces images. Et on ne peut pas être indifférent, bien évidemment. On a deux dimensions. Il y a quand même une première dimension qui est de dire que de façon générale, et en France, la question est posée, quand vous êtes noir ou arabe en France, vous avez une relation à la police qui n'est pas la même quand vous êtes blanc. Il faut dire les choses en général. Bien sûr, effectivement, ça ne peut pas généraliser, ou avec des policiers, pour reprendre votre expression. Donc, ce qui se passe aux États-Unis nous interroge aussi, nous. Et on a beaucoup de situations, on l'a vu, la photo que vous avez, enfin la photo de la situation dont vous avez parlé a existé en France. Donc il y a aussi en France effectivement une stigmatisation, en tout cas un comportement de certains policiers vis-à-vis de personnes noires ou de personnes arabes qui n'est pas le même qu'avec des blancs. Donc il faut aussi en France se poser les bonnes questions, et elles existent en France. Sur les États-Unis, il y a deux éléments. Il y a l'élément de contexte avec une société qui est une fuite en avant vers le plus grand, le plus riche, on voit la conquête spatiale, etc., et qui ne consolide pas tout son espace social, et c'est extrêmement fragmenté, de blancs, de noirs, d'hispanos, de communautés, des pauvres, des riches, et tout ça, ce corps social, qui est une réflexion française, on a eu ce débat au début de notre conversation, sur le corpus dans lequel l'ensemble des Français se sentent concernés, c'est ce vivre ensemble, n'existe pas aux États-Unis, beaucoup moins. Et puis, sur la police, il y a deux facteurs. Le premier, c'est que les Américains ont très très peur, et donc on a toujours couvert les actions, on a toujours protégé ceux qui vous protègent. Les Américains ont peur, donc ils ont toujours dit, bon, alors, tant que la police nous protège, on est moins regardant. Et puis après, la question du racisme est endémique. Sur Trump, quand même, il est plutôt là à souffler sur les braises et à créer de l'antagonisme, et notamment sur un point précis, sur la formation. Les policiers américains sont bien moins formés que les Français, et ils ont du matériel très différent. Trump a autorisé à nouveau l'achat de surplus de guerre en Irak par les forces de police locales, alors que Obama l'avait interdit. L'État central n'a pas de responsabilité sur la police. Oui, mais donc les policiers locaux peuvent avoir des armes de guerre, ce qu'Obama avait interdit. Trump l'a autorisé. Les policiers des États sont des fonctionnaires aux États-Unis, les policiers locaux sont élus. Oui, c'est ça. Donc il ne faut pas l'oublier. Comme si vous élisiez le commissaire de police. Sur les inégalités, effectivement, les Afro-Américains qui sont les premières victimes du Covid, parce que concernés par la pauvreté. Vous vous rappelez de la formule de tout à l'heure, hein, le marché autant que possible, l'État autant que nécessaire. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, l'État est insuffisant. Il est très insuffisant. Par exemple, on voit bien qu'il n'y a pas de protection collective contre le danger en matière de santé, et que ça fait courir un risque à cette société. Ce sont en effet les pauvres qui meurent aux États-Unis, et d'une certaine façon, en creux, on se dit merci la France. Quand on est quand même français, il faut au moins le reconnaître, hein. On a une sécurité sociale, on a une aide médicale d'urgence pour tous, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. On pourra en parler dans les jours qui viennent. Pardon de vous couper la parole, parce que c'est l'heure du 13h de TF1. Pardon, comme chaque jour, vous retrouvez tout de suite Jacques Legros. Bonne journée à tous.